L'énoncé du dossier 3 est relativement court car il s'agit d'une prise en charge que vous devez connaître par cœur et qui doit être quasiment systématique chez vous. Donc la question 1, on va vous demander quel est le bilan paraclinique. Donc l'énoncé du dossier 3 est relativement court, traite donc d'un sujet de 19 ans qui présente un syndrome polyrépolydipsique, une perte de poids sans perte d'appétit avec une glycémie capillaire qui est élevée. Pourquoi l'énoncé est court? On ne vous donne pas plus de détails car pour vous, ça doit être quelque chose de systématique que vous connaissez par cœur. Quels sont les examens paracliniques à effectuer dans ce genre de situation? Donc l'objectif de la question 1 est d'éliminer la principale complication du diabète de type 1, surtout au moment de la découverte, qui est l'acidocétose diabétique. Donc les examens qu'il va falloir réaliser en urgence vont vous permettre d'éliminer l'existence d'une acidose. Donc l'examen primordial est les gaz du sang et ce qui est également très important, c'est l'ionogramme sanguin, car comme vous le savez, on peut avoir des variations majeures de la kaliémie au cours d'une acidocétose diabétique. Enfin, on complétera toujours ce bilan paraclinique initial d'un électrocardiogramme et d'une recherche des étiologies à l'origine de cette décompensation acidocétosique du diabète, si celle-ci existe. La question 2 vous demande donc quel est le diagnostic. Donc, il s'agit d'une découverte de diabète de type 1, c'est évident, c'est un sujet de 19 ans, il a un syndrome polyrépolydipsique, il a perdu du poids, il a une glycémie capillaire à 4 grammes et une bandelette urinaire qui montre 3 croix de cétonurie. Cet élément vous signe la décompensation cétosique. En revanche, ici pour l'instant, on n'a aucun argument pour une acidose. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que la découverte d'un diabète de type 1 ne se fait pas forcément sur une acidocétose et qu'il est fréquent de diagnostiquer un diabète de type 1 sur simplement une cétose sanguine et urinaire chez un patient, comme dans ce cas-là, qui a perdu du poids, qui a un syndrome polyrépolydipsique et qui va consulter son médecin avant de se retrouver dans le coma. Donc, on vous dit qu'ensuite, vous le traitez comme il est bon de traiter un patient diabétique de type 1, avec une Lantus le soir au coucher, une Novorapide avant les repas, qui est le schéma basal-bolus de tout patient diabétique de type 1. Et il vous apprend que son entraîneur de hockey ne veut plus qu'il poursuive les entraînements. Et il essaye de savoir pourquoi et éventuellement, s'il poursuit, qu'est-ce qu'il va falloir faire avant ses entraînements. Donc ce qui est important de dire dans ce genre de cas, c'est qu'il n'y a aucune contre-indication à la pratique du sport chez les patients diabétiques de type 1. Effectivement, tout patient diabétique de type 1, il y a des patients chez qui on découvre le diabète à l'âge de 3 ans, hein, donc ils vont vivre toute leur vie avec ce diabète, et donc on ne peut pas leur contre-indiquer la pratique du sport, d'autant plus qu'avec des précautions minimes, on peut tout à fait avoir une pratique d'activité physique, même au niveau professionnel. La seule chose qui est contre-indiquée chez les diabétiques de type 1, c'est la conduite d'un avion de chasse. Donc vous voyez, ça reste quand même quelque chose de limité. Donc ce qu'il va falloir lui dire, c'est qu'évidemment, il peut poursuivre son entraînement chez les gothiques et que pour éviter de faire une hypoglycémie au cours de l'entraînement, il va falloir qu'il fasse sa glycémie capillaire avant l'entraînement, et si celle-ci est normale, il peut prendre une petite collation et aller à son entraînement. Si la glycémie est élevée, pas besoin de prendre de collation. Si évidemment la glycémie est basse, il faut également prendre la collation. Si l'entraînement est prévu à l'avance, il faudra simplement diminuer de quelques unités la glycémie du repas qui va précéder l'entraînement. Pouvez-vous expliquer les schémas d'insuline ? Donc effectivement, il existe plusieurs schémas. Je pense qu'à l'internat, il n'est pas primordial pour vous de les connaître. La seule chose qui est importante à savoir, c'est qu'effectivement, il existe le schéma basal-bolus, qu'on appelle le schéma basal-bolus, qui est le schéma qui reproduit la sécrétion physiologique d'insuline. Ce schéma va comporter la Lantus dont je vous ai parlé, qui est une insuline qui dure 24 heures, qui est généralement faite au coucher et qui correspond à l'insulinémie de base. À cela va s'ajouter les bolus, donc les insulines rapides, avec par exemple la Novorapide, comme je vous parle dans l'énoncé, qui vont être réalisées à chaque repas. Donc ça correspond au schéma d'insuline qui est fait chez la plupart des patients diabétiques de type 1 et chez tous les patients diabétiques de type 2 qui sont devenus fortement insulino-requérants. Ensuite, vous avez d'autres insulines qui existent. Il y a notamment la NPH Insulatar, qui est une vieille insuline mais qu'on utilise encore souvent et qu'on peut introduire en une injection au coucher chez les patients qui sont diabétiques de type 2 sous antidiabétiques oraux et qu'on va commencer à mettre à l'insuline.
Enfin, vous avez plusieurs schémas disponibles avec des insulines mixtes, donc un mélange d'insuline pré-fait en fait dans les seringues et qui permet de pouvoir varier les possibilités. Mais je pense que pour l'internat, la seule chose à connaître, c'est l'existence de du schéma basal-bolus pour les diabétiques de type 1 et les diabétiques de type 2 très insulino-requérants. Et la possibilité de mettre une insuline qu'on appelle bedtime, donc au coucher, qui va être soit l'insulatar NPH, qui est une insuline qui dure 12 heures, soit l'équivalent d'une Lantus. À la question 5, on vous dit qu'au cours d'une consultation de suivi, vous trouvez votre patient tachycarde, amaigri, avec diarrhée et énervement. Il n'a pas de fièvre et il vous regarde intensément. Donc ça, c'est une phrase qui doit vous faire tiquer sur la possibilité d'une pathologie thyroïdienne. Sa glycémie est normale, donc tous ces symptômes-là ne sont pas dus à un déséquilibre de son diabète. Le diagnostic le plus probable est évidemment une hyperthyroïdie sur une maladie de base d'eau. Les arguments sont les signes cliniques d'hyperthyroïdie, donc la tachycardie, l'amaigrissement, la diarrhée, l'énervement. Et les arguments pour une maladie de base d'eau sont l'âge jeune. Je vous rappelle que la maladie de base d'eau est de manière prédominante chez les sujets jeunes, mais surtout le terrain auto-immun. Ce patient présente un diabète de type 1, donc il a fort risque d'avoir une autre atteinte auto-immune. Sur le plan clinique, pour affirmer le diagnostic, on va rechercher d'autres signes de thyrotoxicose, donc les tremblements, l'insomnie, le syndrome polyuropolydipsique, la thermophobie, etc. Et on va rechercher des signes cliniques en faveur d'une maladie de base d'eau. Donc les choses importantes, ça va être surtout le goitre qui va avoir un aspect extrêmement particulier, notamment l'existence d'un thrill à la palpation et d'un souffle à l'auscultation. Ça, c'est typique et pathognomonique de la maladie de base d'eau, d'une part. L'autre chose qui est très typique de la maladie de base d'eau, c'est évidemment l'atteinte ophtalmologique, donc avec principalement l'exophthalmie bilatérale. Enfin, on va rechercher, et ça c'est toujours important, des signes de complications de la thyrotoxicose. Les complications de la thyrotoxicose sont principalement cardiologiques, et donc il est important de réaliser un électrocardiogramme. Enfin, si effectivement il existe une ophtalmopathie, ce qui est supposé un peu dans l'énoncé, puisqu'on vous dit que le patient vous regarde intensément, donc il a probablement une atteinte ophtalmologique, il va falloir rechercher les complications de l'orbitopathie. Et enfin, on peut rechercher des arguments pour une autre étiologie de thyrotoxicose, donc une douleur cervicale en faveur d'une maladie de Kervin, une prise de médicaments qui peut être à l'origine d'une thyrotoxicose iatrogène, une injection d'iode récente qui peut expliquer une hyperthyroïdie par surcharge iodée. Sur le plan biologique, c'est extrêmement simple. On va faire simplement une TSH, éventuellement la T3 et la T4, mais surtout la T4 d'ailleurs, la T3 n'a pas trop d'indications, qui vont vous permettre d'évaluer l'ampleur de l'hyperthyroïdie. Pour faire le diagnostic de la maladie de base d'eau, ce qui est important, c'est de rechercher les anticorps antirécepteurs de la TSH, donc les TRAC. Et enfin, dans ce contexte un peu particulier, on va faire une hémoglobine glyquée pour s'assurer que le patient ne déséquilibre pas son diabète en raison de cette hyperthyroïdie. Enfin, on complétera les examens morphologiques par une échographie thyroïdienne avec un Doppler qui va permettre de mesurer le goitre, d'évaluer la vascularisation du goitre. Le goitre de la maladie de base d'eau est un goitre qui est hypervasculaire et hypoéchogène. Éventuellement, si le cas n'est pas aussi évident que dans ce dossier, on pourra compléter par une scintigraphie à l'iode 123, une scintigraphie au technicium, pour bien confirmer le diagnostic de maladie de base d'eau. Je vous rappelle qu'au cours de la maladie de base d'eau, la scintigraphie montre une hyperfixation diffuse bilatérale et symétrique du produit iodé. La question 6 pose la question donc, de la prise en charge pour le premier mois de cette maladie de base d'eau. Donc, dans les pathologies de la thyroïde, la prise en charge est quasiment systématiquement ambulatoire. En tout cas, on hospitalise très rarement des patients en endocrinologie notamment pour des pathologies thyroïdiennes. Les seules indications à une hospitalisation dans le cadre d'une pathologie thyroïdienne sont les complications de la thyrotoxicose. Donc, classiquement, la complication ophtalmologique fait hospitaliser en ophtalmologie et la complication cardiologique, donc l'arythmie cardiaque, fait hospitaliser en cardiologie. Donc, quand on n'a pas face à ces deux complications, la prise en charge est systématiquement ambulatoire. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est un traitement symptomatique pour faire en sorte que le patient n'ait plus les symptômes actuels qu'il a et qui sont extrêmement désagréables. Donc, cette prise en charge symptomatique se fait sur 3 volets. D'une part, les bêta-bloquants, d'autre part, les sédatifs et enfin, le repos, l'arrêt de travail qui vont permettre aux patients de pouvoir se reposer car c'est souvent des patients qui sont devenus hyperactifs mais qui ne se rendent pas compte qu'ils sont absolument très asthéniques.
Enfin, le traitement étiologique consiste en un traitement par antithyroïdien de synthèse, donc qui va bloquer la fabrication des hormones thyroïdiennes. Ce traitement est type néomercazole qui se prend tous les jours. La chose importante, c'est qu'il va falloir éduquer le patient car il y a une complication majeure de ce traitement par antithyroïdien de synthèse qui est la granulocytose. On va lui expliquer que s'il présente de la fièvre ou une angine, il va falloir qu'il vienne consulter en urgence pour réaliser une numération formule sanguine et s'assurer de l'absence de cette principale complication. On poursuit la même insulinothérapie et on prévient les complications de l'atteinte ophtalmologique. Enfin, il est très important de surveiller ce patient car pour deux choses importantes. Un, vérifier donc l'efficacité du traitement. Est-ce que les symptômes d'hyperthyroïdie persistent, donc cliniquement d'une part, et d'autre part, on va réaliser une TSH et un dosage de la T4 minimum à 1 mois de l'introduction du traitement. Ça, c'est pour la tolérance, ça c'est pour l'efficacité, et pour la tolérance du traitement. Donc les deux principales complications du traitement par antithyroïdien de synthèse sont la granulocytose dont je viens de vous parler, qui justifie de réaliser une numération formule sanguine hebdomadaire afin de prévenir les complications d'une éventuelle agranulocytose. Et la deuxième complication, c'est l'hypothyroïdie, évidemment. Et donc, ceci se surveille par la TSH et la T4 régulièrement et la recherche des signes cliniques d'hypothyroïdie. Pourquoi des bêta-bloquants ? Pourquoi des bêta-bloquants ? Parce que les hormones thyroïdiennes ont un tropisme ont des récepteurs en fait, au niveau cardiologique et induisent une tachycardie d'une part et des tremblements. Ces deux symptômes-là peuvent être rapidement traités de manière symptomatique par des bêta-bloquants qui ne vont pas être cardiosélectifs, type avlocardil, et qui vont permettre très rapidement de faire que le patient sera beaucoup plus confortable. Donc à la question 7, on vous expose le suivi de ce patient qui revient vous voir donc avec un bilan qui montre une TSH qui est toujours basse avec des hormones thyroïdiennes qui sont élevées. On vous demande ce que vous pensez faire. Donc ça, c'est assez classique dans le suivi de la maladie de Basedow. On est à 1 mois plus tard, donc manifestement, le traitement n'a pas encore été efficace. Donc la TSH est toujours effondrée, les hormones thyroïdiennes sont élevées, donc le patient est toujours en hyperthyroïdie. Quelle est la conduite à tenir ? Il faut d'une part évidemment rechercher des signes de complications de la maladie de Basedow qui n'est pas encore bien contrôlée, donc je vous rappelle le cœur et l'œil, et d'autre part on va augmenter la dose de néomercazole afin de pouvoir mieux contrôler cette hyperthyroïdie. Ensuite, à la question 8, vous le revoyez en consultation à 2 mois et cette fois-ci, il a au contraire une TSH qui est élevée avec une T4 qui est basse. Que se passe-t-il ? Dans ce genre de cas, c'est la complication la plus fréquente du traitement par antithyroïdien de synthèse, c'est l'hypothyroïdie qui est habituellement systématique chez les patients qui ont été bien contrôlés par leur maladie de Basedow. On est quasiment obligé de passer par cette étape pour bien contrôler une maladie de Basedow. Donc il y a plusieurs écoles sur ce qu'il va falloir faire face à cette situation. Il y a une partie des endocrinologues qui est plutôt l'ancienne génération qui va avoir tendance à baisser la dose de néomercazole jusqu'à obtenir la dose minimum efficace. Le risque de cette prise en charge est de se retrouver avec une dose minimale de néomercazole avec toujours une hypothyroïdie. Ce qui est actuellement fait de manière plus fréquente, c'est d'ajouter au traitement par néomercazole un traitement par lévothyrox pour supplémenter suffisamment le patient et qu'il soit en euthyroïdie. Enfin, ce traitement doit être poursuivi sur une durée de 18 mois pour bien contrôler la maladie de Basedow. Peut-on l'opérer de son Basedow ? Donc l'indication à un traitement radical chirurgical est extrêmement codifiée. On propose le traitement radical à partir de la première rechute, mais surtout à la deuxième rechute de maladie de Basedow. Donc au cours d'une première première poussée de maladie de Basedow, il n'y a pas d'indication à proposer la chirurgie. En revanche, si ce patient récidive après les 18 mois de traitement par néomercazole, on va pouvoir lui proposer une chirurgie ou un autre traitement radical qui est le traitement par iode 123.